Imaginez une cuisine baignée de lumière, où la vapeur danse au-dessus d'un immense chaudron d'acier. Une odeur sucrée flotte dans l'air, mêlée de cannelle, de fruits confits et d'un soupçon de mystère. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un trésor culinaire venu du Royaume-Uni, le fameux pudding de Noël. Un dessert dense, sombre et brillant, qui n'est pas qu'une douceur, mais un véritable symbole des fêtes. En quelques minutes, vous allez découvrir comment il naît, loin des tables, dans les coulisses des usines où tradition et technologie avancées se rencontrent. Avant d'entrer dans la production moderne, il faut comprendre d'où vient cet héritage. Le Christmas pudding apparaît officiellement au XVIIIe siècle, même si ses ancêtres médiévaux s'invitaient déjà dans les festins royaux. À l'époque, on l'appelait plum pudding, le pudding aux prunes, alors qu'il ne contenait pas forcément de prunes, mais toutes sortes de fruits secs. Dans la culture britannique, une croyance populaire affirme qu'il devrait réunir 13 ingrédients, en hommage au Christ et à ses apôtres. Et lorsqu'on mélange la pâte, on doit le faire de l'est vers l'ouest, en souvenir du chemin emprunté par les rois mages. Voilà un dessert qui porte en lui des siècles d'histoire. Nous voici dans l'ère industrielle. À l'entrée d'une usine spécialisée, les matières premières arrivent par dizaines de tonnes. Sur le quai de réception, les palettes débordent de caisses venues des 4 coins du globe, des raisins secs de Turquie, des sultanines dorées de Californie, des zestes confits d'Espagne, des amandes d'Italie. Chacune de ces provenances contribue à dessiner le goût final, comme les instruments d'un orchestre gastronomique. Avant de pénétrer dans la chaîne de production, tous ces ingrédients sont soigneusement inspectés, taux d'humidité, présence d'impuretés, calibre. Rien n'est laissé au hasard. Derrière une paroi de verre, les fruits secs entament leur première métamorphose. Une cascade d'eau claire ruisselle dans de grands tambours en rotation, éliminant poussière et impuretés. Puis, ils sont étalés sur d'immenses treillis pour sécher à l'air chaud. Cette étape évite qu'ils se délient trop vite dans la pâte. Dans certains ateliers, des opératrices trient encore à la main, retirant des pépins oubliés ou des morceaux trop secs. Ce travail semble simple, mais il assure une cohérence de texture lorsque le pudding sera tranché. Vient ensuite le balai des épices. Dans une salle hermétique, des sacs entiers de cannelle, de muscade et de clous de girofle sont ouverts avec précaution. À l'origine, ces épices étaient un luxe, importé par la Compagnie des Indes. Aujourd'hui encore, leur parfum signe l'identité du pudding. Elles sont moulues à la demande, pour préserver leurs huiles essentielles. Lorsqu'on passe près des broyeurs, l'air semble vibrer d'arômes chauds, presque enivrants. Une ingénieure nous confie que la fraîcheur des épices influence à elle seule près de 30% du ressenti aromatique final. C'est l'heure de la pâte. Dans un mélangeur géant, un bras mécanique tourne lentement, comme une cuillère colossale. On y verse la farine tamisée, le sucre, la chapelure, les épices, les amandes. Puis vient l'ingrédient clé, le suif. Traditionnellement, c'est une graisse de bœuf raffinée. Elle donne au pudding son moelleux et sa densité caractéristique. Mais le marché évolue. Pour répondre aux demandes végétariennes, certaines usines ont mis au point une alternative à base d'huile végétale solidifiée. Les tests montrent que la texture diffère légèrement, mais que la différence disparaît presque totalement après maturation. Lorsque la pâte commence à prendre, un dernier geste change tout, l'ajout d'alcool. Le brandy est le plus courant, mais selon les recettes, on peut trouver du rhum ou du whisky. L'alcool ne sert pas qu'à enchanter les papilles. Il agit comme un conservateur naturel et permet au pudding de vieillir comme un bon vin. Pendant ce temps, les fruits secs préalablement rincés sont incorporés délicatement, pour ne pas les écraser. La masse devient lourde, presque difficile à remuer. Parfois, une opératrice intervient elle-même pour corriger la consistance au toucher. Ce savoir-faire artisanal fait toute la différence. De temps en temps, un contrôle qualité interrompt le balai. On prélève un échantillon de pâte, on en analyse la concentration en alcool, la répartition des fruits, l'épaisseur. Un pudding trop humide s'effondrerait à la cuisson. Trop sec, il deviendrait friable. L'équilibre est une science délicate. Sur les murs, des graphiques tracent des courbes, hygrométrie, densité, température cible. Pourtant, au milieu des chiffres, flotte presque une odeur d'enfance. Le mélange final est prêt. Des entonnoirs doseurs remplissent des moules individuels ou familiaux. À ce stade, la magie du pudding n'est encore qu'une promesse. Il faut le cuire. Mais pas n'importe comment. Contrairement à beaucoup de gâteaux, le pudding ne se cuit pas au four, il se cuit à la vapeur, lentement, patiemment. Dans les immenses cuves de cuisson, l'eau frissonne durant des heures. Le pudding se gorge alors d'humidité, ses arômes se marient, sa texture se resserre. C'est une alchimie qui défie le temps. Quand la vapeur retombe, les moules sont sortis un à un. Ils doivent refroidir très lentement, sous peine de fissurer. Puis commence une étape discrète et pourtant essentielle, la maturation. Dans un entrepôt tempéré, à l'abri de la lumière, les puddings reposent plusieurs semaines. Durant cette période, l'alcool diffuse, les saveurs se transforment. Certains experts affirment même qu'un pudding atteint son apogée aromatique au bout de 3 mois. Une pause qui ressemble à un respect silencieux envers le passé. Enfin, lorsque la maturation atteint son terme, le pudding est prêt pour sa dernière transformation, l'habillage. Dans une zone dédiée, il est enveloppé de feuilles d'aluminium ou placé dans de boîtes métalliques décorées. L'objectif est double, protéger le dessert durant le transport et évoquer la magie de Noël. Chaque détail compte. Certaines marques apposent même un ruban pour rappeler les traditions artisanales. Puis vient le contrôle final, étiquetage, vérification du poids, de la texture, test de résistance à la température. À ce stade, une émotion discrète traverse l'atelier. On sait que ces puddings voyageront loin, qu'ils feront partie de moments précieux. Certains rejoindront des tables modestes, d'autres des banquets opulents. Mais tous porteront la même promesse, offrir une bouchée de chaleur au cœur de l'hiver. Et derrière chaque bouchée, il y a le travail d'hommes et de femmes, invisible mais essentiel. Au-delà des murs de l'usine, une autre aventure commence.
Les puddings emballés sont chargés dans des camions réfrigérés, prêts à affronter la logistique hivernale. Chaque livraison répond à un calendrier précis, car la saison de Noël concentre l'essentiel des ventes en quelques semaines. Dans les entrepôts de distribution, les palettes s'accumulent comme des montagnes dorées sous la lumière des néons. De là, elles rejoindront les grandes surfaces, les épiceries fines, les marchés locaux et même les boutiques d'aéroports. Le pudding est un produit saisonnier, mais sa portée est mondiale. Dans les supermarchés britanniques, le pudding de Noël occupe une place à part. Il est souvent proposé aux côtés du mince pie ou du Christmas cake, ces autres piliers des célébrations culinaires. Certains consommateurs le choisissent par habitude, d'autres par nostalgie. On raconte que, pour beaucoup, l'odeur du brandy chauffé sur un pudding évoque instantanément des souvenirs d'enfance, une table trop petite pour tout le monde, des rires, le crépitement d'un feu de cheminée. Cela montre à quel point ce dessert est un vecteur d'émotion autant qu'un produit alimentaire. Ces dernières années, le pudding de Noël voyage aussi. En Australie, il accompagne les fêtes estivales, parfois servi froid, avec de la crème glacée. Aux États-Unis, il intrigue encore, perçu comme un cousin exotique du fruitcake. En France, on le découvre timidement, dans les rayons spécialisés ou lors de marchés dédiés aux produits britanniques. Ce phénomène illustre une tendance globale, la circulation des cultures culinaires, rendue possible par les progrès de la conservation et du transport. Ce que l'on mange est souvent une carte du monde que l'on ne voit pas. Mais derrière l'expansion commerciale, les traditions demeurent vivantes. Au Royaume-Uni, certaines familles continuent de préparer leur pudding maison le Stir Up Sunday, le dernier dimanche avant l'Avent. Ce jour-là, chacun remue la pâte dans le sens des aiguilles d'une montre, en faisant un vœu. On y glisse parfois une pièce de monnaie. Celui ou celle qui la trouvera, dit-on, connaîtra la fortune pour l'année à venir. Ce rituel renforce un lien intergénérationnel, une transmission familiale où chaque geste compte. Sur le plan nutritionnel, le pudding de Noël est souvent perçu comme un dessert riche. Il est vrai qu'il concentre sucre, matière grasse et alcool. Mais sa densité en fruits secs lui confère aussi des fibres, des minéraux et une dose d'énergie bienvenue pendant les mois froids. Dans l'industrie, certains fabricants cherchent à proposer des versions plus légères, réduisant le sucre ou proposant des alternatives véganes. Ce mouvement répond à une évolution des attentes. Aujourd'hui, on veut continuer à célébrer, mais sans renoncer à une certaine conscience alimentaire. Revenons un instant sur la question de l'alcool. Dans les recettes traditionnelles, il joue un rôle majeur. Lors du service, il arrive qu'on arrose le pudding de brandy avant de l'enflammer. La flamme bleue qui danse brièvement autour du dessert est devenue une image iconique. Ce flambage n'est pas qu'un spectacle. Il réchauffe la surface, réveille les arômes et crée une fine croûte caramélisée. Cependant, cette pratique demande prudence et savoir-faire. Dans l'industrie, le taux d'alcool est contrôlé précisément pour éviter tout risque durant la manipulation ou le transport. Si l'on observe la chaîne dans sa globalité, de la cueillette des raisins à la maturation en entrepôt, le pudding de Noël raconte aussi une histoire économique. Chaque année, des milliers d'agriculteurs, de logisticiens et de techniciens contribuent indirectement à sa fabrication. Derrière ce dessert, il y a des filières agricoles entières, des coopératives fruitières, des programmes de certification qualité. Certains producteurs de fruits secs ont même adapté leur culture pour répondre à la demande de Noël dans l'hémisphère nord. La technologie joue aussi un rôle croissant dans cette aventure. Dans les usines les plus récentes, des capteurs mesurent en temps réel la température des cuves de cuisson, la pression de la vapeur, la viscosité des pâtes. Des logiciels prédisent le moment idéal pour arrêter la cuisson. Cette précision permet d'éviter les pertes et de garantir un produit constant, année après année. Pourtant, malgré ces progrès, il reste des gestes humains irremplaçables. Ajuster une dose d'épices en fonction de l'odeur, vérifier une texture entre les doigts. Une forme de poésie industrielle. Le pudding de Noël est donc bien plus qu'une recette. C'est un héritage culturel, un pilier de l'identité britannique, un pont entre les époques. À la table du XXI siècle, il raconte encore des histoires de caravanes d'épices, de voyages maritimes, de familles réunies. Il offre un instant où le temps semble ralentir. Ce n'est pas seulement un goût, c'est une sensation. Celle d'un foyer illuminé quand la nuit tombe tôt. Celle d'un rire partagé, d'une tranche découpée avec soin. Et peut-être, quelque part, celle d'un vœu soufflé en secret. Alors, que penser de tout cela? Peut-être que le pudding de Noël nous rappelle qu'un aliment n'est jamais seulement une somme d'ingrédients. C'est une mémoire, une géographie, une science et une émotion. Derrière sa fabrication, il y a le travail de la terre, des mains et des machines. Derrière sa dégustation, il y a un moment d'intimité collective. Un souvenir que l'on fabrique ensemble. Aujourd'hui, après cette immersion au cœur de sa production, peut-être regarderez-vous ce dessert avec un œil différent. Peut-être que la prochaine fois que vous en croiserez un sur une étagère, vous penserez aux routes commerciales, aux chaînes de froid, aux salles de maturation, au parfum des épices moulues à la seconde, aux cuves de vapeur et à la patience nécessaire. Et si vous décidez d'en partager un, souvenez-vous que vous tenez entre vos mains une petite part de l'histoire des fêtes. Avant de nous quitter, parlons brièvement de l'avenir. Comment ce dessert traditionnel peut-il s'adapter aux enjeux contemporains? Certaines marques expérimentent des emballages compostables ou recyclés, afin de réduire l'empreinte carbone liée au plastique et à l'aluminium. D'autres réévaluent leur chaîne d'approvisionnement pour privilégier le commerce équitable, soutenant ainsi les producteurs de fruits secs. Les innovations touchent aussi la texture. Des versions sans gluten voient le jour, d'autres sans alcool pour les familles. L'avenir du pudding pourrait bien mêler tradition et conscience écologique. Dans les cuisines de chefs renommés, on réinterprète le pudding en le servant avec des sauces audacieuses, crème au gingembre, caramel au beurre salé ou encore coulis d'orange sanguine. Dans les familles, au contraire, on reste souvent fidèle aux gestes immuables. Quelques minutes de vapeur, une cuillerée de crème anglaise ou d'une simple crème fouettée. Deux approches, deux visions du monde, mais un même point de départ.
Enfin, il y a la dimension symbolique. Servir un pudding, c'est offrir bien plus qu'un dessert. C'est dire, tu es le bienvenu, nous sommes ensemble. C'est une manière de donner du temps, de l'attention. En comprenant son parcours, sa fabrication, ses enjeux, peut-être l'apprécierons encore davantage. Et peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, un autre narrateur racontera son histoire, enrichi des gestes que nous inventons aujourd'hui. Parce que, finalement, un dessert n'est grand que lorsqu'il relie les êtres humains, au-delà des frontières et des époques. Ensemble toujours. Maintenant. Pour finir, une question. Et vous, quel souvenir gustatif associez-vous aux fêtes de fin d'année? Est-ce un plat, une odeur, une musique? Dites-le nous en commentaire. Et si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et de partager ce voyage culinaire autour de vous.